Affirmer que le linceul de Turin est infalsifiable et non reproductible impose d'avoir des arguments irréfutables. Dans le milieu syndonologique, cette conviction est fréquemment énoncée, y compris par des personnalités éminentes, le plus souvent dans les conclusions d'un congrès, d'un article ou d'un livre. Toutefois, les démonstrations de cette affirmation ne sont pas toujours évidentes pour un néophyte. Pour pallier cette difficulté, ce sujet est abordé aujourd'hui d'une façon simple, accessible à toute personne non spécialiste, en essayant de comprendre les mécanismes physiques et chimiques à l'origine de l'image corporelle du linceul. Toutes les personnes âgées de plus de 30 ans savent ce qu'est un négatif photographique, mais les plus jeunes connaissent surtout la photographie numérique. Aussi, cette notion est peut-être un peu vague, voire mystérieuse pour certains. Nous allons donc débuter par quelques brefs rappels fondamentaux. Attention cependant, soyons tous très attentifs, jeunes et moins jeunes, car le linceul nous réserve deux surprises de taille basées sur ces notions élémentaires. Déjà, Aristote au IVe siècle avant Jésus-Christ connaissait la chambre noire, volume clos, mais ici un petit côté a été enlevé pour notre compréhension. Volume clos dont une face est percée d'un petit trou. Les objets éclairés placés devant ce trou donneront sur la face opposée à l'intérieur de la chambre noire une image inversée. Le haut devient le bas, la droite devient la gauche. Phénomène optique bien connu donc depuis plus de 2000 ans. Et d'ailleurs, l'objectif d'un appareil photographique moderne n'est rien d'autre que le perfectionnement du petit trou de la chambre noire. Par ailleurs, les alchimistes savaient, il y a aussi au moins 2000 ans, qu'une certaine poudre blanche banale noircissait par exposition à la lumière, et ce, d'autant plus que la lumière était vive. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agissait du chlorure d'argent. En combinant ces deux notions de base, c'est-à-dire en badigeonnant le fond d'une chambre noire avec une solution de chlorure d'argent, on obtenait une image doublement inversée, haut, bas et droite-gauche d'une part, mais aussi ombres et lumières d'autre part, car les parties les plus claires de l'objet, projetant plus de lumière, noircissait plus intensément le chlorure d'argent et vice-versa bien entendu pour les parties les plus sombres. La notion de négatif photographique était née. Il inverse les positions et les lumières. La dernière étape consistait à recommencer le processus en projetant ce négatif sur une autre surface enduite d'un sel d'argent, et on obtenait une représentation en niveau de gris dont le haut était en haut, la droite à droite, les parties lumineuses étaient claires et les parties sombres foncées, exactement comme sur l'objet observé. Cette fois, la photographie était née grâce notamment à Nicéphore Niepce au début du XIXe siècle. 2 millénaires plus tard, un groupe de scientifiques américains, le STURP, S-T-U-R-P, Shroud of Turin Research Project, le STURP donc examina sous toutes les coutures, si on peut dire, le linceul de Turin à partir de 1976 et leurs travaux les autorisèrent à affirmer que l'image corporelle visible sur ce tissu est seulement l'image corporelle, pas le reste du linceul, nous insistons lourdement,
que cette image corporelle, donc, est porteuse d'informations infalsifiables et non reproductibles. Pour une image créée au 1er siècle, cette affirmation est pour le moins audacieuse et justifie une explication approfondie. Examinons les photographies du linceul prises en 1978 par le photographe du Sturp, Vernon Miller, photos en noir et blanc selon l'appellation courante, mais en réalité, comme vous pouvez le constater, elles sont en différents niveaux de gris. Où est la droite du linceul et où est sa gauche? Quand Joseph d'Arimathie est allé acheter le linceul, après la mort de Jésus sur la croix à 15 heures, et après le coup de lance du centurion, et enfin après avoir obtenu l'autorisation de Pilate, donc vers 16 heures environ, par chance, il y avait en stock dans la boutique un tissu de lin qui pouvait convenir. Mesurant 8 coudées sur 2, l'équivalent de 4,40 m sur 1,15 m, la coudée juive valant 54 cm. Ce tissu avait été découpé sur le côté d'une pièce de lin tissée à l'origine sur un métier nettement plus large. Comme le bord du linceul du côté de la coupe risquait de s'effilocher, une bande large de 8 cm, ici colorée en rose, portant la lisière inutilisée du tissu, avait déjà été cousue sur le grand côté découpé, travail minutieux qui prenait largement 1 heure. L'autre côté du linceul bénéficiait de la lisière d'origine. Après la résurrection, la plaie située sur le côté droit du thorax, dans le cercle rouge, indiqua que la bande latérale était cousue sur le côté gauche du corps. Pour ceux qui auraient un doute sur la latéralisation de la plaie thoracique, nous proposerons enfin d'exposer une courte explication sur ce sujet. Vous voyez 2 images, une négative et l'autre positive. Mais comment savoir avec certitude laquelle reproduit l'apparence véritable du linceul, et donc est le positif? Premièrement, le tissu du linceul est en lin naturel, débarrassé de sa lignine de teinte marron par rouissage, longue immersion dans l'eau, puis peignage et ensuite blanchi par plusieurs lessivages alcalins, et la couleur finale du tissu est donc bistre assez pâle. Deuxièmement, les séquelles de brûlure de l'incendie de 1532, les 2 grandes bandes verticales qui encadrent le corps, ont évidemment la couleur d'un tissu brûlé, donc marron, voire marron foncé, pouvant même tirer sur le noir. Troisièmement, les réparations de ces brûlures en 1534 par les Clarisses de Chambéry ont été faites avec des morceaux de nappe d'autel, donc avec du lin blanc. Quatrièmement, les taches de sang au poignet gauche, au pied droit, les caillots frontaux, la plaie droite du thorax était rouge sang à l'origine, mais le fer contenu dans l'hémoglobine du sang s'oxyde avec les siècles, prenant progressivement la couleur rouille du fer oxydé, donc marron plus ou moins foncé. Des 2 images qui vous sont présentées, c'est à l'évidence l'image de gauche qui possède les caractéristiques que nous venons de voir. Nous pouvons donc conclure qu'il s'agit du positif de la photographie, celui qui recrée les tonalités originales du linceul, et nous lui donnons le nom positif.
L'image de droite dont tous les points que nous venons d'examiner sont d'une coloration inverse est évidemment le négatif de la photographie, comme le confirme d'ailleurs la symétrie inversée droite-gauche des plaies de la main gauche, du pied droit, des caillots frontaux et de la plaie thoracique droite. Bien. Jusqu'ici, tout s'est déroulé simplement, nous n'avons rencontré aucune difficulté. Mais c'est maintenant que les complications arrivent, alors soyons bien attentifs. Normalement, un visage vu sur un négatif est difficile à interpréter, voire même à reconnaître. Superposons au linceul le positif et le négatif d'un portrait de femme, positif du portrait sur le positif du linceul, le visage a bien une couleur claire et le rouge à lèvres est de couleur rouge sur la photo, et le négatif du portrait sur le négatif du linceul, la peau est foncée et le rouge à lèvres est turquoise. Quelque chose ne va pas. L'ensemble ne paraît pas cohérent avec le visage du linceul. Nous avons l'impression que les portraits féminins devraient être permutés. Et pourtant, c'est bien le visage féminin positif qui est superposé au positif du linceul et l'inverse pour le négatif. L'incohérence apparente vient de ce que, sur le linceul positif, le visage du Christ donne l'impression d'être un négatif. Il a des yeux de hibou surdimensionnés, il est difficile de reconstituer finement les traits de la face, alors qu'en revanche, sur le négatif du linceul, à droite, les yeux sont d'apparence normale, les traits du visage sont parfaitement définis et reconnaissables. Il n'y a donc ni erreur, ni évidemment tricherie. L'image corporelle du Christ se comporte sur le positif, à l'inverse de toutes les autres caractéristiques du linceul que nous venons de voir. En réalité, elle se comporte comme un négatif. Avouez que ce n'est pas banal du tout, car même aujourd'hui, en l'absence de trucage informatique évidemment, il ne serait pas possible de réaliser une photographie mélangeant positif et négatif. Et pourtant, nous en avons une. Cette impossibilité est notre première difficulté. Il existe un autre élément très étonnant sur le linceul. Regardez attentivement le visage de la femme. On y distingue de nombreuses zones d'ombre portées. Le nez, l'arcade sourcilière, le côté du visage et du cou. Cherchez très attentivement sur le linceul. Il existe bien entendu des zones plus ou moins sombres, mais on ne distingue aucune ombre portée. Ce n'est pas banal non plus, car elles existent obligatoirement dès lors qu'un objet non plat a été illuminé par un éclairage qui n'était pas exactement uniforme et omnidirectionnel. Mais il y a peut-être une explication à cette anomalie. Rappelez-vous, l'inhumation a eu lieu en fin d'après-midi. Il n'y a pas eu de toilette de Jésus en raison du peu de temps restant avant le Shabbat qui débute lorsque, dans le ciel du soir, on distingue la troisième étoile. Comme une toilette ne pouvait être effectuée dans l'obscurité du samedi soir, elle a été reportée à l'aurore du dimanche. Pour ensevelir le corps, le linceul a donc été étendu dans la niche du tombeau, l'excédent de tissu plié en accordéon du côté de la tête,
puis le corps a été introduit dans le tombeau, posé sur son linceul, et enfin, la partie supérieure du linceul a été étendue sur le corps, comme le représente Giovanni Battista della Rovere dans sa célèbre miniature. L'ouverture du tombeau est tournée vers l'est, en bas de la colline du Golgotha, autant dire dans la pénombre de cette fin de journée pendant que le soleil se couche à l'ouest. Et cette ouverture ne mesure qu'environ 60 cm sur 1 mètre, le minimum pour le passage d'un corps adulte. Une porte ronde, 1,10 m de diamètre, 10 cm d'épaisseur, pesant 600 à 800 kg, a été roulée devant l'entrée, supprimant dans le tombeau toute lumière et aération. Puis le tombeau a été scellé et surveillé en permanence par des gardes du temple. Pendant les 36 heures qu'a duré l'inhumation de Jésus, pas le moindre rayon de lumière n'a pu y pénétrer. Ceci pourrait expliquer facilement l'absence d'ombre portée sur l'image corporelle antérieure du Christ. Et remarquez aussi l'absence d'ombre portée sur la face dorsale du linceul, qui était serré entre le corps et la table de pierre, empêchant toute lumière de s'infiltrer entre eux. Cette similitude explique de façon simple et rationnelle l'absence d'ombre portée sur la silhouette corporelle, mais elle n'explique pas du tout l'apparence de négatif de l'image corporelle ventrale et dorsale qui reste encore énigmatique. Je vous avais prévenu que le linceul nous réservait 2 surprises. La première que nous venons de voir est que sur les faces ventrale et dorsale du linceul, l'image corporelle semble être un négatif, alors que le reste du linceul est, à l'évidence, un positif, ce qui est une impossibilité totale. La seconde est que pour former une image quelle qu'elle soit, il faut impérativement une source d'énergie. Or, dans le tombeau contenant le corps enseveli, au moment où s'est formée l'image, l'absence de toute ombre portée confirme l'absence totale de source lumineuse. Et l'horaire de l'ensevelissement, la saison, l'emplacement du tombeau permettent d'affirmer qu'il n'y avait à ce moment dans le tombeau aucune source énergétique connue. On peut oublier une éventuelle torche à l'éclairage parcimonieux. Or, le corps a été mis dans son linceul à l'intérieur du tombeau, et le linceul était encore dans le tombeau après la disparition du corps. Les plus brillants esprits de ce monde, toutes disciplines confondues, se sont penchés sur l'origine de cette image corporelle. Après avoir été obligés de réfuter une à une toutes les causes envisageables extérieures au linceul, la seule explication restante qui faisait à peu près consensus faute de mieux est que l'énergie à l'origine de l'image n'avait pu provenir que du corps lui-même. Certes, cela ne s'est jamais vu de mémoire d'homme, mais serait-ce théoriquement possible ? Éventuellement oui, si le corps lui-même a émis un rayonnement, avant de disparaître évidemment, puisque les saintes femmes ont trouvé un linceul vide au lever du soleil, fait confirmer par Jean et Pierre, accourus aussitôt. Pour comprendre la position du linceul sur le corps, vous voyez ici une reconstitution d'ensevelissement. Un ami quadragénaire mesurant 1,93 m a bien voulu prendre la place de Jésus dans ce linceul bicolore constitué de 2 tissus cousus bout à bout.
L'un est bleu pour repérer la face postérieure, l'autre rose pour la face antérieure, chacun mesurant 2,20 m sur 1,13 m, donc de dimension totale identique au linceul de Turin. Mon ami s'est allongé sur la face postérieure dans la position du crucifié. On voit le bout de ses pieds à droite. Puis je l'ai recouvert par la face antérieure, image du haut, et enfin le linceul a été refermé sur le corps au niveau de la tête et des jambes, image du bas. Le linceul recouvrait donc le corps comme le ferait un tissu léger déposé mais non étiré sur un cadavre. Sa face ventrale épousait plus ou moins le corps selon le relief de celui-ci, alors que sa face dorsale était remontée par la fermeture du linceul autour de la tête et des membres inférieurs. Je cite Jean, « et ils l'ont serré dans une fine toile de lin ». Jean 19:40. Revenons au rayonnement. Duquel pourrait-il s'agir? Nous devons noter que le corps, qui n'a pas été nettoyé, portant les séquelles de plusieurs traumatismes et chutes, était nu sur la croix, y a transpiré pendant 3 heures, exposé au vent et aux poussières. En plus des traces de sang dues aux blessures de la flagellation, au couronnement d'épines, au portement de la croix et à la crucifixion, il était donc porteur de salissures qui ont plus ou moins été reportées sur le linceul aux endroits où ce dernier touchait le corps. Sur le visage, le linge reposait sur le front, les arcades sourcilières, le nez, le menton, mais était à petite distance des yeux et des creux nasogéniens entre le nez et les joues. Sur le thorax, les traces de flagellation sont particulièrement visibles, donc le tissu était au contact direct du corps. Sur le ventre, le suaire reposait sur les avant-bras, épaisseur 6 cm, les mains, épaisseur 5 cm, et le bas abdomen refoulé par le muscle diaphragme très contracté. Mais il ne reposait ni sur la racine des cuisses, ni sur la fosse inguinale droite, dont il était séparé par des intervalles d'environ 10 cm indiqués par les ronds rouges. Sur la photo de gauche, la face antérieure des cuisses et des jambes est parfaitement nette, mais le pied gauche, côté bande latérale, ce pied n'est pas visible. Qu'en est-il sur la face dorsale? Le sillon glutéal, horizontal entre le bas des fesses et le haut des cuisses, ainsi que la face postérieure de la cuisse droite sont assez peu visibles. Et il en va de même pour le tendon d'Achille gauche entre le mollet et le talon, ainsi que pour l'extrémité du pied gauche. Nous savons, par les travaux du Sturp, qu'en aucun endroit le rayonnement n'a pénétré dans le tissu sur plus de 0,125 mm, soit le tiers de l'épaisseur du tissu, et nous savons aussi que le rayonnement n'a pas entraîné de traces corporelles sur le tissu si le linceul était éloigné du corps de plus de 4 cm, ce qui est cohérent. Le tissu du linceul, bien que très fin, l'épaisseur d'un mouchoir ou d'une robe d'été, ayant une densité environ 600 fois supérieure à celle de l'air. Il fallait donc un rayonnement de grosses particules chargées électriquement, donc assez facilement ralenties puis arrêtées par les charges contraires des atomes présents dans l'air et le tissu. Par exemple, un rayonnement alpha de protons, dont la charge positive interférait avec les électrons négatifs des autres atomes, ralentissant et entravant sa progression.
Les neutrons, dépourvus de charges électriques, ne sont pas ralentis par l'interférence avec des particules chargées et traversent de très grandes épaisseurs d'air ou de tissu. Le diagramme de gauche montre que ce rayonnement protonique, dont la puissance d'impact dépend du nombre d'obstacles rencontrés sur le trajet, décroît de façon linéaire. L'intensité est maximale à 0 cm sur le côté gauche, nulle à 4 cm d'air ou 0,125 mm de linceul. La photographie de la sainte-face que vous voyez sur la droite a été prise par Durante en 2002 et représente le visage du linceul en taille réelle et en couleur naturelle. L'impact des particules alpha sur les molécules du tissu de lin modifie évidemment sa structure chimique à l'endroit touché. Pour ne pas assommer les non-scientifiques avec des détails incompréhensibles, nous jetterons un œil rapide sur cette analyse un peu plus technique en fin d'exposé. Notre deuxième surprise est donc que l'intensité de l'image corporelle sur le linceul variait d'une façon linéaire entre le maximum possible si le linceul touchait le corps et à rien du tout si la distance dans l'air séparant le linceul du corps dépassait 4 cm. Cette variation d'intensité produisait donc des impacts plus ou moins brutaux sur le tissu, donnant une teinte jaune plus ou moins accentuée, regardez la photo de droite, et créant ainsi la sensation de relief que nous avons en regardant la silhouette corporelle sur le linceul. Dans la vie courante, la source d'énergie, lumière du jour, lampe, est extérieure aux objets et se dirige vers eux. Dans le cas du linceul, la source d'énergie est à l'intérieur du corps et part du corps vers le tissu. Donc tout naturellement, la coloration des pixels du tissu décroît au fur et à mesure que le tissu s'éloigne du corps, créant l'inversion de luminosité que nous voyons sur la sainte-face et donnant l'impression de négatif photographique. Attention, ce n'est qu'une impression. Cette explication, pour satisfaisante qu'elle paraisse, reste actuellement une hypothèse ne répondant pas à tous les critères scientifiques. Et le décès il y a quelques années de son auteur, le père Jean-Baptiste Rinaudot, a mis, temporairement on le souhaite, une pause dans les recherches. Cette sensation étrange de relief avait déjà été notée, mais non expliquée, en 1902 par le professeur de médecine Yves Delage, en 1913 par le peintre et sculpteur Gabriel Quidor, en 1973 par l'ingénieur Paul Gastineau et enfin en 1976 par le physicien Eric Jumper et son équipe grâce à l'ordinateur VP8 de la NASA. C'est en raison de cet encodage d'intensité inversée créé par le corps et gravé dans la cellulose du linceul que les scientifiques ont pu dire avec raison que le linceul est infalsifiable et non reproductible. Avant de conclure, et pour que tout soit clairement exposé, reprenons, si vous le voulez bien, l'explication de quelques points un peu plus techniques et nous commencerons par la latéralisation du coup de lance. La tradition l'a toujours situé à droite du thorax, bien qu'aucun texte ne le précise. Cependant, deux éléments indépendants confirment cette latéralité traditionnelle. Premier élément, l'anatomopathologie.
Depuis la classe de troisième, tout le monde connaît la double circulation sanguine, pulmonaire en haut du schéma de gauche et systémique en bas. Le sang pauvre en oxygène quitte le ventricule droit du cœur par l'artère pulmonaire, colorée en bleu en haut et à gauche, traverse les poumons où il s'enrichit en oxygène et revient dans l'oreillette gauche par les veines pulmonaires rouges en haut et à droite. Il passe ensuite dans le ventricule gauche qu'il quitte par l'artère aorte en bas à droite, irrigue tout l'organisme en y apportant l'oxygène, puis, appauvri en oxygène, retourne à l'oreillette droite par les veines caves supérieures et inférieures, en bas et à gauche, et de là, il passe dans le ventricule droit et le cycle recommence. Mais la pression qui règne dans ces différents vaisseaux est très variable, alternant dans les artères systémiques de 135 à 75 mm de mercure, la fameuse tension artérielle, 13,5, 7,5, c'est parfait. Alors que dans le système veineux, la pression est presque 20 fois moins importante, seulement 6 mm de mercure. Il en résulte que dans le système vasculaire systémique, les artères doivent avoir une paroi à la fois épaisse pour contenir la pression et élastique pour chasser le sang vers la périphérie. Sur un cadavre, les artères sont quasiment vides de sang en raison de cette élasticité qui les contracte. Le ventricule gauche du cœur effectue un travail 6 fois plus important que le ventricule droit et l'épaisseur du muscle de sa paroi est triple de celle du ventricule droit, sur le schéma de droite. Chez un crucifié mort en état de contraction musculaire générale, les ventricules, contractés comme tous les autres muscles, seront presque vidés de leur sang. Si le coup de lance avait percé le côté gauche du thorax, donc le ventricule gauche, il ne serait sorti qu'une petite quantité de sang incapable de former la grosse traînée sanguine horizontale lombaire. En revanche, le système veineux, quasiment dépourvu de fibres élastiques, vous avez tous vu de grosses varices sur les jambes de certaines vieilles dames, ce système veineux peut emmagasiner beaucoup de sang, plus d'1,5 litre pour la partie supérieure du corps, les veines jugulaires, la veine cave supérieure, les veines pulmonaires, l'oreillette et le ventricule droit. Un coup de lance porté sur le côté droit du thorax, atteignant l'oreillette et le ventricule droit, 14 à 15 cm seulement les séparent de la paroi droite du thorax. Ce coup de lance causerait donc une hémorragie intrathoracique droite importante s'extériorisant facilement lors du retrait de la lance car, d'une part, le muscle diaphragme séparant le thorax de l'abdomen sert de plancher, si on peut dire, étanche à la cavité thoracique, et d'autre part, les muscles ne pouvant plus se contracter après la mort, la plaie musculaire intercostale due à la lance, de dimension 4,4 par 1,5 cm, cette plaie restera béante. Elle est entourée de rose sur l'image de gauche. Les taches marron situées en dessous correspondent au sang qui s'en est écoulé au retrait de la lance et pendant la descente de la croix, et la grande tache dorsale horizontale s'est faite pendant le transport au tombeau. Ce sang a taché le corps et, par voie de conséquence, le linceul, apportant la confirmation que le corps n'avait pas été lavé avant son ensevelissement. Deuxième élément confirmant la latéralité droite du coup de lance, le combat à pied.
Les soldats romains ignoraient évidemment les secrets de l'anatomopathologie, mais ils savaient d'expérience depuis des siècles qu'un coup de lance porté dans l'échancrure droite de la cuirasse sur le côté du thorax, d'autant plus facilement que le bouclier était porté sur la gauche, engendrerait en une poignée de secondes une hémorragie majeure mettant l'adversaire hors de combat. Parlons maintenant un peu, très peu, de physique et de chimie. Pour engendrer les modifications chimiques en cas de choc avec une molécule, il faut l'émission d'une particule atomique lourde pour une particule atomique, s'entend, car un proton pèse presque 2000 fois plus lourd qu'un électron. Donc lourde et dotée d'une vitesse relativement faible, toujours pour une particule atomique. C'est pour cette raison que les scientifiques se sont orientés vers un rayonnement alpha de protons dont la distance de pénétration diminue linéairement en fonction de la densité du milieu traversé. Quelle réaction chimique s'effectuait au moment où le rayonnement alpha atteignait le tissu? Après avoir été débarrassés de leur lignine par trempage dans l'eau, le rouissage, puis peignés, les fibres de lin ne sont composées pratiquement que de cellulose, qui n'est qu'une longue suite de molécules du sucre le plus courant, le glucose, en haut et à gauche. En haut et à droite, vous voyez 3 molécules de glucose attachées, formant donc une petite chaîne de cellulose. Pour allonger la fibre de cellulose, une molécule de glucose s'attache au bout de la chaîne, en éliminant une molécule d'eau, et c'est tout. La cellulose n'est donc qu'un enchaînement, un polymère linéaire de molécules de déglucose. Lorsqu'un rayonnement protonique suffisamment puissant est très bref, un flash bien inférieur au centième de seconde. Lorsque ce rayonnement protonique rencontre une molécule de cellulose, le choc peut entraîner la modification de la cellulose avec formation d'un ou plusieurs composés carbonyles, C double liaison O, dont les plus connus sont les aldéhydes et les cétones. 3 sont représentés en rouge sur le milieu du schéma en bas. Si le flash était plus long, il détruirait la cellulose par brûlure. Vous savez aussi que les électrons ne tournent pas sagement en rond autour du noyau, comme sur les schémas scolaires du secondaire, mais que leurs positions sont aléatoires et ressemblent plutôt à un nuage. Il y a un électron par atome d'hydrogène, 6 pour le carbone, 8 pour l'oxygène. Si au moins 3 composés carbonyles, en rouge, sont assez proches pour interférer, leur conjugaison absorbe une partie de la lumière blanche ne réfléchissant qu'une onde d'environ 580 nanomètres, donc de coloration jaune. Plus les impacts seront nombreux et puissants, plus les composés carbonyles conjugués seront nombreux et plus la coloration jaune de la cellulose sera intense. Chaque point irradié de la cellulose du linceul, par l'intensité de sa couleur jaune, porte donc le code de la distance qui le séparait du corps. C'est pour l'ensemble de ces raisons que le Sturp avait conclu que la formation de l'image corporelle résultait d'une oxydation acide déshydratante avec formation de composés carbonyles conjugués. Voilà, vous savez tout. Pour vous aider à avoir des idées bien précises, rappelons-nous quand même que dans une molécule, la distance entre deux atomes est de l'ordre de 1 nanomètre, un millionième de millimètre. Une molécule de glucose
a donc un volume d'environ 100 nanomètres cubes. Le diamètre d'un fil de lin est de 0,25 mm en moyenne, d'après Gabriel Vial, expert en tissus anciens qui a examiné le linceul. 2 cm de ce fil auront donc un volume de 1 mm3 et contiendront 6 millions de milliards de molécules de glucose dans seulement 2 cm de fil de lin. Or, le linceul contient 80 km de fil de lin, dont la moitié environ pour la silhouette corporelle. Les probabilités de rencontre d'un rayonnement alpha protonique émis par le corps et d'une molécule de glucose sont donc immenses, expliquant sans difficulté la couleur jaune de la silhouette corporelle, notamment la sainte face que nous avons vue. Peut-être êtes-vous un peu dérouté par la différence entre la couleur jaune de la face et la couleur plutôt bistre des autres photos du linceul que nous vous avons montrées. L'explication en est fort simple. Le but du travail sur le linceul étant d'observer le plus finement possible le moins de détails, la luminosité et le contraste de chaque image et seulement eux sont ajustés jusqu'à obtenir le meilleur résultat. Il s'avère que ces modifications sont assez proches, ce qui explique que les images habituellement proposées aient toute une coloration bistre plus ou moins similaire. L'aspect véritable du linceul se voit parfaitement sur la photo du milieu, prise dans la chapelle Guarini qui lui est dédiée dans la cathédrale de Turin. Comme vous le constatez, sa couleur est très semblable à celle de la sainte face que nous avons étudiée, mais elle montre surtout les séquelles des brûlures et leur réparation. La silhouette corporelle jaune est difficilement visible car l'ensemble du linceul s'est lentement oxydé pendant les 20 siècles où il est resté à l'air libre, prenant une couleur jaune, certes encore différenciable de la silhouette corporelle, mais pour combien de temps? Désormais, le linceul est dans une châsse étanche contenant 99,5% d'argon, gaz rare inerte, et 0,5% seulement d'oxygène. Pour obtenir les deux grandes représentations du linceul que vous voyez de chaque côté, il a donc fallu ajuster le contraste et la luminosité. Bien, mais il reste encore une question actuellement sans la moindre réponse scientifique certaine, en dépit du travail acharné des nombreux physiciens. Cette question est: d'où provenait l'énergie du corps à l'origine du rayonnement protonique qui a engendré l'image corporelle? Il y a gros à parier que la réponse scientifique définitive n'est pas pour demain. Matthieu 28, 1, 4 nous indique que, après le Shabbat, alors que luisaient les premières lueurs du jour, il y eut un séisme. Un ange de Yahvé a roulé la pierre et ceux qui gardaient le tombeau se sont mis à trembler de terreur. Fin de citation. Nous pouvons en conclure que ces événements se sont déroulés en une poignée de secondes et qu'auparavant, tout était parfaitement calme depuis 36 heures. C'est insuffisant pour affirmer que la formation de l'image corporelle s'est produite au même instant que la disparition du corps, mais rien ne s'y oppose et il est permis de penser que l'énergie de la résurrection est aussi à l'origine de la formation de l'image corporelle. Si nous considérons la concomitance entre ce rayonnement probablement alpha émis par le corps de Jésus en rigidité cadavérique d'une part, et la résurrection du Christ d'autre part, deux événements totalement impossibles
à notre niveau humain, cela peut nous rappeler un autre phénomène humainement impossible qui eut lieu il y a 13,7 milliards d'années, la création de l'univers à partir du néant et dont nous connaissons l'auteur, Dieu. Certains esprits pointilleux nous rappelleront la résurrection de Lazare et celle de la fille de Jaïr, mais est-il nécessaire de redire que leur auteur était Jésus, Dieu, Fils de Dieu? Malheureusement, pour nombre d'esprits plus intellectuels qu'intelligents, tout est possible sauf Dieu. Alors, nous leur laissons le plaisir d'expliquer ces faits. Mais nous savons. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.